Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour 60 minutes info, une heure d'information au plus près du terrain avec nos journalistes, nos experts, nos invités en plateau. Au programme de cette émission, la guerre en Ukraine, 31e jour de conflit maintenant. L'armée russe a annoncé qu'elle allait limiter son offensive à l'est du pays. Est-ce un recul stratégique ou un coup de bluff de la part de Vladimir Poutine? Sommes-nous à un tournant dans la guerre? Nous en discuterons dans un instant avec mes invités. Nous reviendrons également sur les décisions prises hier par les 27 après un sommet de 2 jours à Bruxelles. L'Europe à l'épreuve de la guerre, mais avant cela, un rapide point sur l'actualité de ce samedi. L'État dépose plainte contre le groupe d'EHPAD privés Orpea et demande le remboursement des dotations publiques présumées détournées à leur fin. Cette décision fait suite au rapport mené par l'Inspection générale des affaires et celle des finances, rapport qui ne sera pas rendu public. 31e jour de guerre en Ukraine, la France, la Turquie et la Grèce vont mener une opération humanitaire dans les prochains jours afin d'évacuer les habitants de Mariupol où plus de 2000 civils ont été tués. Pour mener à bien cette opération, Emmanuel Macron doit s'entretenir demain ou lundi avec Vladimir Poutine. Et puis, retour de la circulation différenciée à Paris. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 et 2 peuvent circuler jusqu'à minuit dans la capitale et la proche banlieue. Une mesure liée aux divers pics de pollution atteint ces derniers jours. Avant d'entamer la discussion autour de ce conflit russo-ukrainien, un point sur le déploiement des forces armées russes, notamment avec vous, Harold Iman. Alors, voici l'état d'avancement des forces armées russes sur la tache violette. Ils sont en léger recul autour de Kiev et on voit les contre-attaques avec ces flèches bleues qui commencent à porter certains fruits. Kiev n'est pas encore encerclé, c'est ce que vous nous dites. N'a jamais été complètement encerclé, mais la tenaille qui venait des deux rives du Dniepr s'est desserrée, tant ici que de ce côté-là. En même temps... Avec les pictogrammes explosifs qui représentent des frappes aériennes de la part des Russes. Ça représente des batailles et des bombardements. Les deux sont à peu près synonymes. On ne parle pas spécialement de bombardements civils. Ici, le projet initial étant... On pensait de prendre Odessa, cela semble avoir échoué. Pour couper l'Ukraine de la mer Noire? Prendre toute la frontière, la bordure maritime, ça semblait cohérent. Bien sûr, le Kremlin ne nous a pas expliqué ses plans de guerre dans le détail. Ils ont juste dit on veut renverser le gouvernement au pouvoir à Kiev et mettre un gouvernement qui est dénazifié, voilà la terminologie, démilitariser tout le pays. Mais voilà ce que ça a donné sur le terrain. Donc là, ça a été stoppé par les forces ukrainiennes à Mykolaïv, qui a été le verrou qui a tenu donc Odessa. Et actuellement, il y a donc un déploiement des forces russes qui ont reculé très légèrement autour de cette région du Donbass. Alors là, sans doute, vous anticipez ce que devrait faire Vladimir Poutine s'il met en action ce que le Kremlin a annoncé hier, ou plus exactement l'armée, c'est-à-dire nous avons atteint nos objectifs dans le reste de l'Ukraine. Bon, les objectifs, ils ne sont pas définis, mais ils sont atteints, et on va se replier sur le Donbass. Et le Donbass, c'est intéressant. Ici, vous avez une partie qui a été séparée en 2014, donc on va l'appeler la partie pro-russe, qui est faite de 2 districts différents, et une partie de ces 2 districts. Et maintenant, on imagine que Vladimir Poutine veuille remembrer la totalité du district administratif. Toute cette partie à l'est. Ça donnerait tout ça en jaune. Tout ça, ça a été mangé sur le jaune, la partie violette. Donc on finirait avec ceci. Parce que la partie violette, c'est l'avancée des troupes russes depuis le début du conflit russo-ukrainien. Absolument, à peu près absolument. Donc voilà, si l'objectif était le Donbass, c'est ça qu'il faudrait prendre. Mais hier, quand on regardait dans l'état-major russe la conférence de presse, le Donbass, c'était quelque chose d'énorme, comme ceci. Donc, on ne sait pas, à l'heure actuelle, quel est, avec précision, le but de guerre de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Harold Iman. Comme nous venons de le voir avec Harold, l'armée russe concentre son offensive dorénavant à l'est. La situation sur place en images, avant d'en parler avec mes invités dans un instant. Sujet signé Valérie Labonne. C'est un nouveau jour vécu sous les bombes pour les habitants de la ville de Kharkiv. Dans les rues, les stigmates de la guerre sont visibles sur de nombreux bâtiments civils, comme cette école d'un quartier résidentiel. Le maire ne comprend pas cet acharnement contre les civils, alors que l'armée russe prétend viser des objectifs militaires.
Quelle cible militaire? Plus de 1100 bâtiments civils, dont près de 1000 maisons, ont été endommagés. J'estime qu'un tiers des résidents ont quitté la ville. Telle est la situation. À Mariupol, au bord de la mer d'Azov, les autorités ukrainiennes ont annoncé que des couloirs humanitaires avaient permis l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. Ces réfugiés ont réussi à atteindre Lviv dans l'ouest du pays après un périple en train. Elles y décrivent une situation tragique. Je n'ai jamais vu une telle horreur. Il n'y a plus de Mariupol, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de théâtre, plus de galeries. Rien. Mariupol, c'est comme Grozny. On n'a pas eu le choix. Si vous voulez survivre, il faut partir. Il n'y a pas de chance de vivre ni de survivre là-bas. Ma mère est morte, je n'ai pas pu l'enterrer. Près de 100 000 habitants sont toujours bloqués dans la ville portuaire. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi qu'une opération humanitaire serait organisée dans les prochains jours avec la Turquie et la Grèce pour évacuer des civils de Mariupol. Je vous présente à présent mes invités. Clémentine Langlois, chef d'entreprise, présidente de Skepsos. À vos côtés, Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique, fondateur également du site web Le Monde Décrypté. Bonjour également à vous. Bonjour à vous. De l'autre côté de la table, William T, président du think tank Le Millénaire, et Laurent Ozon, essayiste et directeur de Stargum. Bonjour à vous deux également. Le commandement russe, par la voix de l'adjoint au chef de l'état-major, a expliqué hier que les capacités de combat des forces ukrainiennes, je le cite, avaient été réduites par de manière importante, ce qui permet de concentrer aujourd'hui le gros des efforts sur l'objectif principal, c'est ce qu'il explique, la libération du Donbass. Première question, je la pose à vous, Gérard Vespierre. Est-ce que c'est un choix tactique de la part des Russes? Est-ce que c'est un aveu d'échec? Ou alors est-ce que c'est un coup de bluff, tout simplement, de la part de Vladimir Poutine? Solution du milieu. Je pense que c'est un échec. Le mot est un peu fort, mais c'est un tournant. C'est un tournant qui est dû à l'accumulation d'un certain nombre de choses. Premièrement, les pertes enregistrées. Les pertes en hommes actuellement, en cumulant les différentes sources, on arrive à peu près à 10 000 morts sur les 200 000 soldats russes engagés, probablement entre 15 et 17 000 blessés. Ramener à la population française, ça veut dire qu'il y aurait 4 000 soldats français qui, au cours d'une bataille quelque part dans le monde, seraient morts, n'est-ce pas? Voyez-vous le choc dans le pays? Ça veut dire qu'il y aurait à peu près 6 000 Français blessés aussi, en plus. Voyez-vous le choc dans le pays? Donc, on se dirige vers des choses aussi à l'intérieur de la Russie. Donc, premièrement, les pertes en hommes, les pertes en matériel, à peu près 300 blindés, je dis blindés chars, sur les 1000 engagés. Donc voilà aussi un moyen qui force les Russes à se replier. Et troisièmement, le ravitaillement. Quand on a prévu d'envoyer 200 000 hommes pour faire une opération éclair d'une semaine, 15 jours, et qu'au bout d'1 mois, on est enlisé, vos lignes de ravitaillement en nourriture, 400 000 repas par jour, n'est-ce pas, pour nourrir l'armée russe, plus le combustible, etc., eh bien, ça représente des difficultés énormes. Et maintenant, vous voyez des contre-attaques de la part... Pourtant, ils s'y sont préparés, on imagine, à cette guerre. Non, ils ne se sont pas préparés parce que, voyez-vous, le formatage des 200 000 soldats était complètement inconséquent par rapport à la prise de contrôle de l'Ukraine. Quand vous attaquez un pays de 43 millions d'habitants, plus grand que la France, avec 200 000 hommes, mais vous pouvez en parler avec tous les militaires de France et de Navarre, si je puis dire. Tout le monde était d'accord sur le formatage des forces, c'est un problème. Donc, l'idée au départ d'une petite équipe autour de Vladimir Poutine et de ses conseillers était une opération éclair, un blitzkrieg, si vous voulez. Et ça ne s'est pas du tout déroulé parce que l'armée russe n'a pas été accueillie en héros. On voit même dans les villes russophones comme Kherson au sud, où la population a forcé un convoi militaire russe de camions à reculer au centre de la ville, alors que la ville était prise par l'armée russe. Donc, voyez-vous, il y a vraiment des éléments qui n'ont pas été pris en compte par le schéma de base, qui était une guerre éclair, et aussi le secret. Comme on ne voulait pas dévoiler l'opération, eh bien, on ne pouvait pas aussi mobiliser des renforts et des ressources. On va écouter l'analyse du général Didier Castres, qui était l'invité ce matin de Jean-Pierre Elkabbach, je le rappelle, ancien chef du centre de planification et de conduite des opérations de l'armée à ce sujet, justement. Quand on dit que ça ne se passe pas comme prévu, je ne sais pas qui savait ce qui était prévu. En tout cas, personne n'était dans le conseil de défense de Poutine quand il a donné ses objectifs, à la fois physiques et à la fois calendaires. Donc ça ne se passe pas comme prévu, moi je ne suis pas capable de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pertes qui sont extrêmement importantes, extrêmement importantes. Quand on regarde ce que disent les Américains, il y aurait entre 7 000 et 15 000 soldats russes qui sont morts pendant ce conflit. On a été surpris
par l'armée qui s'est engagée en Crimée et dans le Donbass et en Syrie. C'est une armée qu'on n'avait pas vue évoluer dans cette dimension-là. Et là, au contraire, on est un peu surpris dans l'autre sens de voir l'échec, ou en tout cas ce qu'on considère comme un échec de l'armée russe. Compte tenu de son ancienne position, il est plus prudent peut-être que vous sur les choix tactiques de base de Vladimir Poutine. Néanmoins, il vous rejoint concernant les pertes humaines enregistrées par l'armée russe, qui aussi, selon les Russes, autour de 1400 hommes. Et si l'on prend effectivement les chiffres de l'OTAN, entre 7000 et 15 000. Mes sources, c'est le général Zolotov. Qui est le général Zolotov? C'est le chef de la garde nationale russe, n'est-ce pas? Et qui a dit il y a un peu moins d'une semaine, cela ne se déroule pas comme prévu, voyez-vous. Cela ne se déroule pas comme prévu par rapport au plan initial qui était d'effectuer une guerre éclair et d'envahir. Ce n'est pas Gérard Vespierre qui parle, c'est le général Zolotov. Merci à vous. En tout cas, le commandement russe, depuis, pour poursuivre la discussion, a fait selon vous des erreurs, de nombreuses erreurs, dont la première peut-être celle de sous-estimer la résistance de l'adversaire pour poursuivre la discussion autour de cette volonté de base des Russes d'entamer une guerre éclair au début du conflit. Laurent Zon. Je crois que vous avez entendu le militaire juste avant vous, il disait selon les Américains. C'est-à-dire que si vous vous basez pour connaître les intentions d'une intervention, d'une guerre, d'un conflit, ou pour connaître le nombre de morts, si vous basez sur les données de la partie adverse, je pense qu'il y a un moment, il y a un problème de source quand même. Hein, c'est un peu comme si vous demandiez si vous demandiez à la Russie des avis sur, par exemple, ou si vous demandiez par exemple aux Yéménites qui se prennent des bombes sur la figure, livrées par la France et la Grande-Bretagne à l'Arabie Saoudite, si vous demandiez aux Yéménites par exemple quelles sont les pertes de l'Arabie Saoudite sur le terrain au Yémen en ce moment, je crois qu'il y a eu 380 000 morts civiles qui n'intéressent personne. Demandez aux généraux français. Eh bien, je pense qu'on n'aurait pas exactement les mêmes chiffres que si vous demandiez à l'Arabie Saoudite d'évaluer ses propres pertes. Donc, qui est normal dans une guerre, il y a également la guerre de l'information, bien évidemment. On a des informations, et c'est ce qu'a fait ce monsieur. À l'antenne, je pense, il a dit selon les Américains, et selon les Américains, ça veut tout dire. C'est-à-dire ça veut dire vous contestez les chiffres, il y a plusieurs données. Il y a les données de l'armée russe, et je les ai développées tout à l'heure, qui sont de 1400 vraisemblablement, selon les chiffres qui ont été communiqués récemment. Il y a les données de l'OTAN, et il y a également les données, bien évidemment, des Ukrainiens qui communiquent régulièrement. Et il y a une estimation. La France est capable de faire les... Et la France également est capable, étant donné qu'elle est ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, vous évaluez les pertes russes à partir des parties adverses, en fait. Non, nous communiquons l'ensemble des chiffres. Nous communiquons l'ensemble des chiffres. Je me permets de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites. Non, je suis désolé. Puisque je viens de communiquer les chiffres sur les pertes selon les Russes, qui sont de 1400 hommes. Donc je m'inscris en faux. Nous avons dévoilé l'ensemble des chiffres qui ont été communiqués par les Russes, par l'OTAN et par les Ukrainiens. La dernière fois qu'on a eu une discussion à ce sujet-là, sur des questions de chiffres, c'était en 2020, tous les deux. Et je vous annonçais qu'il y avait eu 2% d'hospitalisation liée au Covid en 2020. Et à l'époque, vous n'aviez pas été capable de trouver vos chiffres. Vous n'étiez pas capable de trouver vos chiffres. Tout à fait. C'est un sujet. Vous pouvez m'attaquer personnellement sur ce plateau. Je le regrette, bien évidemment, mais nous allons poursuivre la discussion. Ce sont des sources occidentales. Oui, mais je suis d'accord. Mais je suis totalement d'accord. Malheureusement, ce n'est pas notre sujet. Malheureusement, ce n'est pas notre sujet. Premier point. Et j'espérais entamer une toute autre discussion, mais nous allons poursuivre la discussion autour de ce conflit russo-ukrainien qui nous intéresse. William T. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, que ce soit communiqué par les Russes ou les chiffres des différents pays, les Russes ont perdu énormément de troupes. La difficulté, et je rejoins monsieur, c'est qu'en fait, les Russes ont sous-estimé d'une part la résistance ukrainienne, parce que quand on fait des projections désormais militaires depuis les guerres en Afghanistan et en Irak, on mesure une donnée qui est très importante, c'est le taux d'insurrection de la population. Et les sondages qui étaient effectués auprès de la population ukrainienne avant l'invasion de Vladimir Poutine disaient qu'il y avait entre 25 et 33% de la population masculine de l'Ukraine qui était prête à se soulever, du coup, pour prendre les armes afin de combattre l'invasion russe. Et dans ce type de scénario, donc avec entre 25 et 33% de la population qui est prête à prendre les armes, il faudrait que les Russes mettent non pas 150 000 à 200 000 hommes, mais entre 350 000 et 450 000 soldats. Et Vladimir Poutine ne les avait pas, parce que dans la mesure où il faudrait mobiliser 450 000 soldats, il faudrait déclarer du coup une guerre nationale, donc du coup mobiliser la circonscription, et pour en fait mobiliser les soldats de réserve pour envahir l'ennemi. Et le problème, c'est la question du narratif de Vladimir Poutine. C'est que son narratif qu'il avait vendu en fait au début de l'invasion, c'était de dire, moi je suis pas là en fait pour envahir l'Ukraine, je suis là pour libérer l'Ukraine d'une part, et de protéger les territoires de l'Est, et donc les territoires qui sont pro-russes, qui sont persécutés par les Ukrainiens. Dans la mesure où en fait, pour prendre les villes qui sont plutôt résistantes, avec des civils qui défendent
les territoires, vous êtes obligé soit d'une part de rentrer de façon frontale, soit en fait pour éviter les pertes humaines ou les pertes en termes de matériel, vous êtes obligé de bombarder en fait ces villes-là pour affaiblir les résistances. Et à partir du moment où vous bombardez la population civile, vous augmentez encore plus le taux d'insurrection. Donc d'une part, ça explique d'une part la résistance des Ukrainiens et l'échec de la Russie. Troisième point, c'est qu'en fait, je rejoins les différents analystes, c'est qu'en fait, on ne connaît pas le véritable plan de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il veut renverser le Kiev? Est-ce qu'il veut uniquement sauver le Donbass et créer une zone d'interaction entre la Crimée et le Donbass, etc. Donc quand on ne sait pas ce que veut Vladimir Poutine, en fait... Il y a des pistes et nous allons écouter ce qu'il disait également juste après l'annexion de la Crimée en 2014, après ce rapide point sur l'actualité de ce samedi. La remise à la pompe sera finalement de 15 à 18 centimes par litre de carburant, une différence qui s'explique par le montant de la TVA appliquée dans les différents territoires. La réduction sera d'environ 18 centimes pour l'Hexagone, 17 pour la Corse, 15 pour les Outre-mer. Le prix affiché à la pompe prendra bien en compte l'aide, une aide effective dès vendredi. L'augmentation du nombre de cas positifs au Covid se poursuit, 47% de cas supplémentaires en une semaine. Hier, 143 571 nouveaux cas ont été recensés. Le nombre de patients hospitalisés reste quant à lui stable, 20 616 hier. Deuxième jour de la visite de Joe Biden en Pologne, le président américain doit s'entretenir avec les dirigeants du pays à Varsovie et doit aussi se rendre dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens. Depuis le début de la guerre, plus de 2 millions de personnes ont fui vers la Pologne. Nous en parlions à l'instant sur ce plateau, il est impossible de savoir ce qu'a précisément en tête Vladimir Poutine. Nous allons écouter ce qu'il disait suite à l'annexion de la Crimée en 2014 lors d'un entretien accordé à Jean-Pierre Elkabbach. Écoutez. Je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit il y a la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère, il y a là une grande différence. Et quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières, et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Clémentine Langlois, la date de cet extrait, 5 juin 2014, et Vladimir Poutine explique que ce n'est pas une guerre, c'est une opération de représailles que mène le pouvoir à l'époque de Kiev contre une partie de la population. Ce n'est pas une guerre étrangère, il y a une grande différence. Oui, je pense que si on parle sérieusement, on prend 5 minutes, un peu de recul sur la situation, il est important de voir qu'on est aujourd'hui dans des négociations qui peut-être sont en train d'aboutir. Le sujet aujourd'hui qui oppose la Russie et l'OTAN et l'Ukraine, effectivement, c'est ce problème du Donbass. Donc il est important pour qu'on puisse rétablir la paix et éviter une troisième guerre mondiale en Europe qui détruirait l'Europe définitivement de la carte. Il est important qu'on puisse réfléchir ensemble à des négociations concrètes sur cette partie du Donbass. Mais comme l'expliquait Harold, quelle partie du Donbass, puisque les Russes n'ont pas exactement la même définition concernant les frontières du Donbass selon eux. Oui, les frontières du Donbass aujourd'hui, c'est l'équivalent, ça évolue entre la Bretagne et l'Aquitaine en fait. Hein. Donc c'est en termes de géographie. Pour tenter de visualiser pour les téléspectateurs, cela peut représenter entre plusieurs centaines de kilomètres et un millier de kilomètres. Ouais, je pense qu'il faut se dégager du Donbass. Il faut regarder la carte. Encore une fois, l'analyse repose sur des faits. Et quelle est la stratégie militaire russe? C'est une stratégie en croissant. Depuis le nord, voit très nettement, depuis le nord, voilà, depuis le nord et la frontière biélorusse, jusqu'au projet de prendre Odessa. Donc le Donbass n'est qu'une petite péripétie par rapport à la stratégie militaire qui s'est déployée sur le terrain. Là, on parle terrain. Il y a des troupes à 150 km d'Odessa. Donc si on est concerné seulement par le Donbass, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, voyez-vous. Donc il y avait vraisemblablement une autre architecture politique qui est de ne pas permettre à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne.
de ne pas permettre à l'Ukraine d'être une vitrine d'un anti-système par rapport au pouvoir en place au Kremlin, quel qu'il soit, mais qui est donc non démocratique, qui n'est pas, je dirais, de libre marché dans l'économie, etc. Mais juste avec, de l'autre côté de cette frontière invisible qui est entre l'Ukraine et la Russie, il y aurait eu un pays de 40 millions d'habitants, ce qui est une surface et un volume énorme, avec un autre système politique qui aurait pu faire, je dirais... Et il en parlait dès 2014. Attirer le regard des Russes, comme il y a eu, souvenons-nous, pour ceux qui l'ont connu, l'Allemagne de l'Est. Les habitants de l'Allemagne de l'Est, ils regardaient où? Vers Moscou ou vers Berlin-Est? Non, ils regardaient vers l'Ouest, bien sûr. Et donc c'est ce schéma politique, idéologique, que le pouvoir au plus haut niveau n'a pas voulu prendre et n'a pas voulu voir s'installer. D'où la guerre. Il n'était pas question qu'en Ukraine se mette en place un système qui soit un contre-système par rapport à ce qui se passe au Kremlin. En tout cas, nous en parlions au tout début de cette émission. Il y a une nouvelle stratégie qui est opérée de la part des Russes de concentrer leurs efforts à l'est de l'Ukraine. Emmanuel Macron a réagi à ce choix tactique de la part des Russes suite au sommet qui s'est tenu à Bruxelles. Écoutez. Donc je ne veux jamais être dans la provocation d'une partie prenante, en disant c'est un début de repli ou de défaite, ce serait contre-productif, ni qualifier ou réifier par mes mots quelque chose qui est peut-être en train de se faire. C'est trop tôt pour le dire. Ceci indique très clairement qu'en tout cas une opération menée sur tous les flancs de manière simultanée s'est vue contrariée par la résistance héroïque du peuple ukrainien. C'est ce que nous voyons depuis plusieurs jours. Et donc il y a un choix tactique et opérationnel qui est fait. Il correspond, nous le savons, à des prétentions territoriales qui sont connues depuis 2014, qui sont inscrites dans les accords de Minsk 1 et 2. Maintenant, je ne veux pas ici y voir, en quelque sorte, le début d'une justification ou d'un élément que les voies diplomatiques et que les négociations qui, à un moment, reviendront, quand il faudra bâtir la paix, auront à déterminer. Voilà. Donc je pense que c'est la traduction simplement d'un choix face aux difficultés opérationnelles rencontrées. Mais je dis surtout que notre priorité, malgré tout, c'est dans cette région d'obtenir un cessez-le-feu, compte tenu des situations humanitaires dramatiques. Laurent Ozon, est-ce que cela peut être un élément de négociation entre les Russes et les Ukrainiens? Quoi? Qu'est-ce qui est censé être un élément de négociation? Le Donbass. Le Donbass. Non, je crois que l'intervention russe a plusieurs objectifs. Et son objectif principal, c'est d'éliminer ce qu'elle considère être comme une menace. Puisque quand vous êtes dans le nord-ouest de l'Ukraine, vous êtes à 500 km de Moscou. Et d'éliminer ce qu'elle considère être comme un facteur de risque pour son bassin de vie, c'est-à-dire pour l'essentiel de la population russe qui se trouve à l'ouest des monts Urals. Et donc, depuis le départ, c'est-à-dire depuis en fait... Maintenant une décennie, la Russie alerte sur la militarisation de l'Ukraine par l'OTAN. Et donc, évidemment, la guerre qui a lieu là-bas, c'est une guerre par proxy, en quelque sorte, par pays interposé, entre les États-Unis et la Russie. C'est l'analyse qui est faite par Vladimir Poutine. On l'a entendu très clairement lors d'un entretien qu'il a pu accorder à Jean-Pierre Elkabbach le 5 juin 2014. Précisément. Donc là, on est en train de refaire en fait le débat, c'est-à-dire qu'on les causes, enfin les raisons de l'intervention. On ne refait pas le débat, on discute autour des différents éléments et des différents acteurs qui prennent. Je comprends que ma position vous gêne, mais votre position ne me gêne pas du tout. Vous êtes là pour vous exprimer. Alors, si vous permettez, je vais terminer. Et vous pouvez terminer. Merci. Donc, comme je vous le dis, j'essaye à chaque fois de remettre du contexte. Donc, donc les choses sont assez simples. Les objectifs de guerre et d'intervention de la Russie en Ukraine sont très clairs. Ils ont été annoncés dès le départ. Ils sont même, je dirais, répétés en boucle par la diplomatie russe selon ses intérêts. Pas que la diplomatie. De ses intérêts depuis une dizaine d'années, donc je dirais, personne n'est surpris et bon voilà, tout a débouché comme dans une logique d'entonnoir en quelque sorte, tout a débouché là où ça devait déboucher, c'est-à-dire sur une situation où l'Europe est en train de s'auto-saborder diplomatiquement. J'ai du mal à vous suivre, c'est pour ça que je me permets de vous couper à chaque fois parce que j'ai du mal à vous suivre et à comprendre vos propos. Je pense que... Ou la logique entre vos différents arguments. 30 000 morts, monsieur. 30 000 morts. Pourquoi?
Précisément, pourquoi ? C'est à vous de justifier, c'est vous qui avez déclenché. Ah non, mais je justifie rien du tout. Ah bon ? Alors il n'y a pas de justification à 30 000 morts. Non mais c'est là, c'est dramatique. Est-ce que vous faites la nuance ? Ça c'est dramatique. Expliquer... Il n'y a pas de nuance, monsieur, sur 30 000 morts, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de nuance sur 30 000 morts. Non, il n'y a pas de... Ben, on croirait Colin Powell avec sa fiole, en quelque sorte, il y a quelques années à l'ONU. La question n'est pas de savoir combien il y a de morts, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les empêcher. Et ça n'est pas en déroulant je dirais un narratif pour les empêcher, obsessionnellement anti-russe sur les plateaux à longueur de journée qu'on y arrivera. Je vais vous dire, il s'agit ni de ne pas lancer des chars. Vous ne lancez pas les chars et vous n'avez pas 30 000 morts. C'est très bien. Simple. Et très bien. Je suis content que vous ayez trouvé une solution pour tout le monde, donc vous allez pouvoir faire un exposé et puis aller expliquer à toutes les parties prenantes que vous avez la solution à ce conflit. Merci de m'écouter. Je vous en prie. Comme disait Clausewitz, je pense que toute guerre doit mener à la paix. Et je pense que tout à fait. Il y a deux choses, il y a deux éléments importants. Même la guerre de 100 ans s'est arrêtée. Oui, je suis d'accord. Il y a deux choses importantes pour construire la paix. C'est régler cette solution, cette problématique au niveau du Donbass. Ça, les négociations sont en cours et on voit aujourd'hui qu'elles ont l'air d'aboutir puisqu'il y a des changements de position de part et d'autre sur le sujet. Et de l'autre, c'est construire ensemble une Europe qui avait été tant demandée par le général de Gaulle dans 15 discours. C'est une Europe de l'Atlantique à l'Oural, de la France à la Russie, qui doit être construite concrètement aujourd'hui pour pouvoir construire l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, c'est insupportable. Et ça sera précisément le thème de notre seconde partie. À tout de suite sur CNews. On poursuit la discussion avec mes invités. Discussion animée, même durant les coupures pub. Un rappel des principales actualités de ce samedi. Je n'ai jamais été aussi près de la victoire. Ce sont les mots de Marine Le Pen ce matin chez nos confrères du Parisien. Elle revient également sur les leçons qu'elle a tirées de sa campagne en 2017. La candidate du RN qui, selon les derniers sondages, se retrouverait au deuxième tour de la présidentielle. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer une opération humanitaire pour évacuer les habitants de Marioupol, l'hôpital de la ville est utilisé par le personnel et les résidents comme abri face au bombardement. Rappelons qu'à Marioupol, 300 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne russe la semaine dernière. L'Arabie saoudite cible des rebelles yéménites. Le pays a subi plusieurs attaques hier. Un de ces bombardements a provoqué un gigantesque incendie dans un site pétrolier à Jeddah. Aucune victime n'est à déplorer. Et nous poursuivons la discussion dans un instant. Aujourd'hui, plus de 40% du gaz européen provient de la Russie. Les 27 souhaitent réduire dès cette année de deux tiers les achats européens de gaz russe afin d'isoler un peu plus Moscou et de les priver donc de revenus pour pouvoir financer leur guerre en Ukraine. Suite à la réunion avec ses homologues européens à Bruxelles, hier, Emmanuel Macron est revenu sur cette décision des 27 de réduire leur importation de gaz russe notamment. Écoutez. La Commission aurait mandat pour faire de l'achat commun. C'est exactement ce qu'on a décidé, rappelez-vous, pour les vaccins au moment de la crise Covid. Et c'est ça le plus structurant. Aujourd'hui, nous, Union européenne, nous achetons 75% du gaz qui est fourni à travers les pipelines. Si nous savons avoir une approche beaucoup plus groupée, elle est aujourd'hui très divisée, vous voyez bien qu'on a une capacité bien supérieure à fixer le prix. Nous sommes toujours en compagnie de Clémentine Langlois, à vos côtés Gérard Vespierre, William T et Laurent Ozon. Nous allons voir sur la carte qui va s'afficher dans un instant la dépendance de certains pays vis-à-vis donc du gaz russe, qui est beaucoup plus importante pour les pays, notamment à l'est de l'Europe. L'Europe peut sortir renforcée de ce conflit, Gérard Vespierre, lorsqu'on voit qu'il y a des décisions qui sont prises quasiment à l'unanimité pour tenter d'aboutir à un consensus autour de ces achats groupés de gaz. Nous assistons à un fantastique retournement, n'est-ce pas ? La stratégie russe depuis 2007-2008, là, quand Vladimir Poutine a changé d'orientation, a été de découpler les États-Unis de l'Europe et de diviser l'Europe. Donc 15 ans d'activité officielle qui a porté ses fruits. Bon, on a entendu des phrases sur l'OTAN en France. Bon, voilà, il y avait vraiment une division qui s'installait. Et là, par un coup de baguette magique, hélas, sanglant, eh bien, tout le monde est réuni. Les États-Unis sont à nouveau solidaires de l'Europe et l'Europe, où est M. Orban, n'est-ce pas ? Donc l'Europe est complètement aussi réunie autour de cette, je dirais, idée de défense des systèmes démocratiques contre des pouvoirs autoritaires. Et sur le plan économique, comme vous venez de le souligner, eh bien on assiste à un regroupement stratégique
qui est bien sûr le bienvenu, de dire effectivement, nous allons non seulement penser nos achats d'énergie fossile d'une façon groupée, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une accélération du développement des technologies de remplacement autour du nucléaire, autour de l'hydrogène, autour du solaire, autour de l'éolien. Donc, on va effectivement vers des temps, ce que j'ai toujours annoncé, très difficile pour les 5, 10, 15 ans à venir et au-delà, pour la Russie, qui va voir sa richesse énergétique fossile, eh bien, perdre de l'importance, et donc perdre en revenus. N'oublions pas que... Ils peuvent également se tourner vers d'autres partenaires. On pense à la Chine, par exemple. Oui, mais vous ne pouvez pas acheter plus que vous ne consommez déjà. Oui. Donc la Chine achète déjà à la Russie. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a eu les 15 glorieuses de Vladimir Poutine. Quand il est arrivé au pouvoir, le baril était à 18 $ le baril, voyez-vous. Et quand il est au sommet, à 2015, il était à 108. Donc il y a eu un fantastique essor. Les Russes en ont profité aussi pour augmenter leur volume de production. Ils ont eu en recette, j'ai fait le calcul, ça a pris un certain temps, 1500 milliards de dollars entre 2000 et 2015 qui sont venus en recette rien que pour le pétrole. Et en 2015, le revenu salarial moyen russe, 375 €. Donc, où cet argent est passé? Dans les chars, dans les chars, dans les chars. William T, c'est un enjeu majeur pour l'Europe. Ce qui est intéressant, en fait, avec l'occasion de cette crise, c'est qu'enfin, l'Europe, on fait ce qu'on lui demandait depuis plusieurs années, c'est-à-dire elle joue un rôle politique et un rôle stratégique dans la mesure où ils prennent des décisions politiques à l'unanimité, alors que ce n'était pas souvent le cas parce qu'ils n'avaient pas les mêmes intérêts. Et là, avec la désignation d'un ennemi commun, enfin, pas un ennemi commun, mais en tout cas un adversaire et un concurrent, commun à Vladimir Poutine, on est capable de s'unir et donc de prendre des décisions majeures comme sur la question de la dépendance du gaz russe. Mais en fait, avant même la crise ukrainienne, la Commission européenne et les différentes instances européennes avaient déjà en tête la question de la dépendance au gaz russe et aux matières premières russes et voulaient déjà diversifier en fait à partir d'autres pays. La difficulté, c'est que là, on doit le faire rapidement. Et moi, je mettrais juste un bémol entre l'alignement parfait entre les Européens et les Américains. On a à peu près les mêmes objectifs, mais l'Europe reste indépendante dans la mesure où Biden voulait qu'on interdise, qu'on mette des sanctions beaucoup plus fortes sur la Russie, et les Européens ont pu limiter ce type de sanctions en fonction de leurs propres intérêts. C'est-à-dire que les Européens ont pu du coup se découpler et choisir leur propre destin. Et en fait, la question du coup maintenant pour l'Union européenne, c'est ce qu'avait proposé, ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne, c'est est-ce qu'elle est capable d'évoluer comme acteur stratégique, notamment sur les plans en termes d'affaires étrangères. Et en termes de défense, moi je pense que l'avenir de l'Union européenne n'est pas forcément avec la question américaine dans la mesure où les Américains, depuis Barack Obama et le pivot américain, se tournent vers la Chine. Nous, notre enjeu, c'est pas de créer une Europe de la défense à mesure où les États-nations transféraient leur souveraineté militaire à un État européen ou à des institutions européennes. Notre enjeu, c'est de créer un OTAN européen qui soit en capacité de nous défendre parce que nous avons plusieurs enjeux, comme sur la question des instabilités, des conflits, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Ça, c'est le premier élément. Deuxième point sur pourquoi est-ce qu'on doit créer un OTAN européen, c'est pour s'assurer de l'approvisionnement et la sécurité de nos routes commerciales, qui est un enjeu important, notamment pour les pays d'Europe du Nord. Et enfin, troisième point, c'est être en capacité de nous défendre face à des ennemis, en tout cas des concurrents comme Vladimir Poutine et Erdogan, qui ont des volontés hégémoniques sur certains de nos intérêts, notamment Erdogan sur la question de la Grèce et Chypre, et Vladimir Poutine sur les questions des pays baltes et sur la question de l'Ukraine. Et il faut qu'on soit en capacité de nous défendre. Est-ce que l'Europe de la défense est une solution? Moi, je n'y crois pas, dans la mesure où on ne fera pas de transfert de souveraineté. Par contre, je pense qu'on a la capacité de créer un OTAN européen. Donc du coup, plutôt mené par les Français, et on arriverait à une répartition des rôles entre les Allemands, qui seraient plutôt les leaders sur les questions économiques et les pays d'Europe du Nord, et la France, qui jouerait les rôles diplomatiques et militaires sur la question de la défense de la sécurité du territoire européen. Transition tout trouvée, puisque nous avons abordé la souveraineté économique, énergétique de l'Europe. La question également qui est posée aujourd'hui à l'aune donc de ce conflit russo-ukrainien et la souveraineté militaire à la fois de la France, mais également de ses partenaires européens. Écoutez ce qu'on pensait ce matin le général Didier Castres, ancien chef du centre de planification et de conduite des opérations de l'armée, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. En 1960, notre pays consacrait 5,7% de son PIB à la défense, et qu'en 2017, il en consacrait 1,77%. Et donc, il y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses à compenser. Par exemple, il faut des avions de transport, il faut plus de munitions, il faut plus de chars. Est-ce que vous savez qu'on dit que les Russes ont perdu autant de chars lourds dans les 15 premiers jours de combat que la France en dispose, 200 chars.
Laurent Ozon, c'est une question essentielle aujourd'hui. Vous parlez de renforcer nos capacités matérielles qui ont drastiquement diminué ces dernières années? D'une façon générale, je ne vais pas m'appesantir sur le nombre de chars ou le nombre d'avions qu'il nous faudrait en plus et pourquoi surtout, parce que le problème des armements, c'est de savoir qui les produit. Savoir si est-ce qu'on est autoporté en matière d'armement, c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité de produire nous-mêmes ces armements ou est-ce qu'il faut les acheter ailleurs? On a vu que l'Allemagne achetait des bombardiers et des avions américains récemment. Donc pour ce qui est de l'OTAN européen, je le crois mal barré. On voit bien l'OTAN tout court, mais l'OTAN européen, on ne le voit pas trop, en matière de défense en tout cas. Alors qu'on voit ces capacités matérielles qui ont diminué entre 91 et 2021. Vous voyez les chars de combat, les avions de combat. La question de la souveraineté est effectivement la question qui est au cœur en fait, de cette période. C'est une question fondamentale parce que la souveraineté, c'est pas un absolu. Il ne s'agit pas d'être absolument indépendant en toute chose. C'est la capacité d'avoir prise sur ce qui a prise sur nous. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir, dans des rapports de force à certains moments, dans des rapports d'influence réciproque, être capable de, en quelque sorte, avoir prise sur les gens qui veulent avoir prise sur nous. Typiquement, par exemple, M. Kabla, le PDG d'OVH, hier, parlait à propos des accords de transfert de données qui ont été signés par Ursula von der Leyen et Biden, président des États-Unis, parlait d'un accord humiliant pour l'Union européenne et pour la souveraineté de l'Union européenne. Aujourd'hui, le désengagement de l'Union européenne... Vous faites référence à l'accord qui a été trouvé entre les Européens et les Américains autour du gaz ? Non, c'est précisément un accord qui a été... En fait, c'est gaz contre données. On vous vend du gaz et vous acceptez qu'on continue à transférer, à récupérer les données sur notre territoire. Donc, on a un contexte qui est un contexte, en quelque sorte, de perte de souveraineté lourde et massive de l'Union européenne. Et ça, dans le cadre d'un arrimage... Je parle d'un arrimage comme on arrime en quelque sorte un bateau, dans le cadre d'un arrimage de l'Europe de l'Ouest aux États-Unis. C'est donc évidemment pas du tout un processus qui va nous donner plus d'autonomie, qui va nous donner plus de souveraineté, mais tout à fait l'inverse. C'est donc une fracture au cœur même de l'Europe, entre l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la partie slavo-russe de l'Europe, et la partie ouest, qui va en quelque sorte se retrouver divisée avec un nouveau rideau de fer, qui va en profiter, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, mais certainement pas l'Union européenne. Nous n'avons aucun intérêt à cette guerre, à la prolongation de cette guerre. Oui, clairement, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de rassembler, de construire une paix durable. Et cette paix n'est possible que si, et seulement si, il y a des négociations claires, des accords clairs entre l'Union européenne et la Russie, et pour former une seule et même grande Europe. Aujourd'hui, du côté de l'Union européenne, on a une économie forte et peu de ressources. Côté russe, on a une économie faible aujourd'hui et beaucoup de ressources. On a une complémentarité qui est nécessaire, qui est souhaitable, et une défense européenne, pour moi, est importante, mais une défense qui, effectivement, inclut autant les Russes que l'Union européenne, sachant que la capacité balistique aujourd'hui de la Russie, avec ses missiles hypersoniques, permet quand même, en 15 minutes, peut-être, demain, de détruire, s'il le souhaitait, Paris, Rome, Amsterdam ou Madrid. Donc, il y a des négociations qui sont extrêmement importantes à mener pour construire cette Europe de la paix, et pas simplement une paix qui soit dans l'instantané, une paix durable de l'ensemble des peuples européens. Gérard Vespierre, sur cette question. Nous avons, depuis 1945, madame, 75 ans de paix. 75 ans de paix nucléaire. La paix, elle est architecturée, elle est organisée autour d'un équilibre entre, effectivement, les 1500 missiles russes, soviétiques et russes, et la capacité globale de l'OTAN à faire face à ces 1500. Si vous avez 1500, vous avez un équilibre et une paix. Maintenant, coup de baguette magique, on garde les 1500 missiles russes, et puis on se dit, on fait une défense européenne. Il faut y réfléchir, il faut y travailler. Donc il faut que nous ayons la volonté politique, la volonté financière de monter notre niveau nucléaire en tant qu'Européens. Et ça, c'est très très difficile, parce qu'il n'y a qu'une puissance nucléaire européenne au sens étroit, Union européenne actuelle, puisque les Anglais en sont sortis, c'est la France. Donc, est-ce que la France peut être reconnue par ses 26 autres petits camarades comme étant le garant de la sécurité globale ?
politiquement très difficile. Ensuite, il faut que nous puissions nous monter à un nombre de givres aussi qui puissent être comparables. Parce que si vous restez pendant 5 ou 10 ans avec quelqu'un qui a 1500 bâtons à côté de vous, puis vous avez... Ce qui n'était pas la stratégie française ces dernières années. Voilà, c'était... Parce qu'on a toujours d'ailleurs, le parapluie nucléaire otanien américain. Donc on peut avoir 250 ogives de notre côté, parce que globalement, avec l'Angleterre et les États-Unis, on est à 2000. Alors ça cet équilibre, aujourd'hui, on ne l'a plus. Mais si, on l'a. Non, on ne l'a pas. Avec ces missiles hypersoniques, aujourd'hui, il y a une déstabilisation. Je vous en supplie, on est dans un débat là, très très difficile. L'hypersonique ne change pas le nombre d'ogives, n'est-ce pas? Il change simplement... Non, mais il change drastiquement les forces en présence. Non, madame. Non, alors, on ne peut pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est trop compliqué. Il change la capacité à pouvoir atteindre certaines cibles. Ça évite, ça met de côté, ça éradique les défenses antimissiles. Voilà ce que fait l'hypersonique pour le moment. Pour le moment, parce que ça va changer aussi. Les États-Unis sont en train de développer tout ce qu'il faut pour l'instant, ils n'ont pas la technologie qui leur permet de les arrêter. Vous le savez très bien. Bien sûr, mais ça ne change pas. On frappe plus vite. Ça ne change pas le nombre on frappe plus vite. On frappe plus vite, mais ça ne change pas la dimension. Donc le problème que nous avons, c'est un problème de dimensionnement de la défense européenne dans sa nature nucléaire, dans sa nature aussi, je dirais, au sol, de nombre de chars, etc., pour faire face. Et puis après, il y a le problème d'un seul doigt, n'est-ce pas? Voilà, quel est le doigt qui peut... aux États-Unis, il y a un doigt. En France, il y a 27 doigts. Un doigt sénile qui tremble, oui. On poursuit le débat dans un instant, après un rapide rappel des principales actualités de ce samedi. À tout de suite. L'État dépose plainte contre le groupe d'EHPAD privés Orpea et demande le remboursement des dotations publiques présumées détournées à leurs fins. Cette décision fait suite au rapport mené par l'Inspection générale des affaires et celle des finances qui dénonce des dysfonctionnements significatifs dans l'organisation du groupe au détriment de la prise en charge des résidents. Ce rapport ne sera pas rendu public. Une loi réprimant les informations mensongères, c'est ce qu'a signé Vladimir Poutine hier. Cette loi permet de condamner jusqu'à 15 ans de prison la diffusion de fausses informations sur l'action de Moscou à l'étranger. En Afghanistan, les femmes victimes de multiples restrictions par les talibans depuis 7 mois, elles ont manifesté ce matin à Kaboul. Elles protestent contre la décision des talibans de fermer l'enseignement secondaire aux filles, une manifestation écourtée par les talibans armés. Et on revient en plateau. La discussion s'est poursuivie bien évidemment durant le rappel des principales actualités de ce samedi. D'ici 2025, les dépenses de défense de la France devraient atteindre 2% du PIB. Nous poursuivons bien évidemment cette discussion autour de la souveraineté militaire des Européens et plus précisément de la France. À quelques semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, on va voir dans le détail quelques propositions de certains candidats à cette élection présidentielle concernant notamment le budget de l'armée. Anne Hidalgo prévoit de réviser à la hausse la loi de programmation militaire. Emmanuel Macron de porter le budget de l'armée à 50 milliards d'euros par an 2025. Jean Lassalle de créer un corps d'armée de réserve. Marine Le Pen d'augmenter le budget à 55 milliards d'euros. Éric Zemmour de le porter même à 60 milliards d'euros. Globalement, l'ensemble des candidats souhaitent renforcer, on en parlait à l'instant, notre souveraineté militaire. Oui, en fait, mais c'est le cas depuis 2017. On l'a vu même dans la présidentielle 2017, il y avait une volonté notamment de poursuivre les objectifs, parce qu'à l'époque, Donald Trump avait dit que les pays européens devaient atteindre 2 à 3% des dépenses militaires pour atteindre les objectifs de l'OTAN. Moi, je pense que la difficulté, c'est pas la question des dépenses, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait de notre armée et quelle vision à la fois pour coupler, quelle est notre vision en termes de politique étrangère et quelle est notre vision en fait en termes de défense. Est-ce qu'on veut maintenir une armée qui est à peu près forte un peu partout, et notamment, mais qui n'est pas en capacité de faire des grandes opérations, notamment des grandes capacités de projection, etc. Ou est-ce qu'on a la volonté, d'une part, en fait, d'assurer la défense collective européenne et en fait à tous les niveaux, donc notamment avec ou de recentrer nos opérations, en fait à certains niveaux. Et c'est une discussion qu'on doit avoir avec les autres États membres, parce qu'en fait, des pays comme la Grèce ou Chypre ont été menacés par Erdogan, et c'est la France qui vient en allier. Donc du coup, il y a certainement au niveau des pays d'Europe du Sud une volonté commune d'entreprendre quelque chose de commun. Et après, est-ce qu'il y aura une différence avec les pays d'Europe du Nord, des pays d'Europe de l'Est? Ça, c'est une autre discussion. Donc, une part, définir des objectifs sur qu'est-ce qu'on veut faire. Deuxième point, c'est les menaces, moi je pense, notamment les menaces risques d'instabilité, les nouveaux conflits, les nouvelles tensions, des nouvelles menaces, notamment terroristes, cybercriminels et les groupes
différents groupes qui en fait menacent notre sécurité, menacent nos routes d'approvisionnement, etc., conduisent en fait à augmenter nos budgets. Parce que comme vous l'avez rappelé, en fait, l'armée, ça dépend d'une situation. C'est-à-dire que vous augmentez des moyens, vous baissez des moyens, mais en valeur absolue, c'est pas intéressant. C'est de savoir en fait quel est le rapport de force global. Ce qu'on voit notamment, c'est que la Russie a augmenté ses dépenses militaires pendant une dizaine d'années, notamment parce que Vladimir Poutine a changé de stratégie. On voit que Xi Jinping et la Chine de Xi Jinping a augmenté ses dépenses militaires. On voit que Erdogan augmente ses dépenses militaires et on voit que l'ensemble des pays augmentent leurs dépenses militaires. Nous, on doit suivre l'augmentation de ces dépenses militaires pour ne pas perdre nos rapports de force lorsqu'on négocie avec ces pays-là dans la mesure où ils ont augmenté leurs moyens de dépenses. Enfin, un troisième point, c'est assurer notre sécurité collective et donc du coup assurer la protection des territoires. Moi, j'en cible 3 à chaque fois. Donc l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est. Donc la couverture de ces 3 zones et le retrait américain nous conduisent à prendre plus de responsabilités. Moi, je pense qu'il y a un retrait américain, c'est mon avis. C'est qu'en tendanciel, sur les 30 prochaines années, les États-Unis, que ce soit Biden, Obama ou Trump, vont se concentrer sur la Chine et vont concentrer tous leurs moyens militaires sur la Chine et ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique. Nous, notre objectif, c'est de grandir. Depuis que notre grand frère américain nous a protégés en 1945, maintenant c'est l'objectif, c'est de grandir tout seul et d'être en capacité de se protéger tout seul pour assurer notre sécurité et notre souveraineté. Et on a vu qu'il y avait une volonté de la part de plusieurs pays européens, notamment des Allemands, qui décident également d'accroître leurs dépenses militaires. Gérard Vespierre, vous souhaitiez réagir? Oui, il n'y a pas de... Enfin, quand on dit, on balance cette information, ou cette donnée, ou cet état d'esprit, il y a un retrait américain. Alors moi je dis, bon, alors combien d'ambassades ont-ils fermé? Combien de consulats ont-ils fermé? Combien de régiments ont-ils retiré? Et on a abouti au résultat, ils n'ont fermé aucune ambassade, ils n'ont fermé aucun consulat, ils n'ont pas enlevé des soldats, ils en apportent. Donc, voyez-vous, la notion, c'est comme au Moyen-Orient. On vous dit, les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Ah, je dis, ah bon? Regardons sur 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a 20 ans, est-ce que les États-Unis étaient à Djibouti? Maintenant, il y a plus d'Américains à Djibouti qu'il y a de Français dans la base. Est-ce qu'il y a 20 ans, est-ce que les États-Unis étaient en Irak? Non. Est-ce que les États-Unis étaient en Syrie? Non. Alors, où se retire-t-il, n'est-ce pas? Donc, il y a des idées que l'on promène et que l'on envoie comme ça, mais qui ne correspondent à aucune observation objective sur le long terme, sur le terrain. Donc, il y a effectivement une priorité. Il y a une priorité, mais le fait qu'il y ait une priorité asiatique ne veut pas dire que derrière, c'est zéro. Et que disent les États-Unis depuis des années? Que écrivent-ils depuis des années? Qu'a dit le général Mattis, le patron du Pentagone, pendant 2 ans avec Trump? Le bien le plus précieux des États-Unis, notre meilleur moyen de défense, ce sont nos alliances. Et que font-ils dans le Pacifique? Ils sont montés le Quad, c'est-à-dire l'alliance, entre guillemets, ou en tout cas une très grande coordination entre le Japon, l'Inde, l'Australie et les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'on se retire d'Europe, puisqu'il y a plus d'hommes maintenant en Europe qu'il y en avait il y a 10 ans. Merci pour ce débat. Ce sera le mot de la fin, ce débat animé, intéressant, éclairé, qui, j'espère, et j'attache une importance particulière à vous donner l'ensemble des éléments qui vous permettent, vous, très chers téléspectateurs, de pouvoir appréhender l'ensemble des débats que nous avons sur ces chaînes. Et nous accordons également une importance particulière à pouvoir donner la parole à toutes les sensibilités sur ce plateau. Merci à vous 4. Merci à vous également de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur CNews. L'information se poursuit. À tout de suite.